Cussac est un minuscule village d'une centaine d'habitants, situé en Auvergne, qui n'était qu'à peine 3 fois plus peuplé en 1967, année où se déroule le cas dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes donc en plein milieu rural, dans une de ces innombrables petites communes, comme la France en comptait encore beaucoup à cette époque. Même si je n'ai jamais mis les pieds à Cussac, j'ai un attachement particulier à cette affaire pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai des origines auvergnates, et je peux donc à peu près imaginer l'ambiance du coin. La seconde, c'est que la toute première fois que j'ai lu, par hasard, un livre sur les ovnis, qui était signé Jean-Claude Bourret, je devais avoir 11 ans, et le cas de Cussac y était traité. Et au début, j'ai cru qu'il s'agissait de nouvelles de science-fiction, avant de vite me rendre compte que pas du tout, et je peux dire que mon intérêt pour le sujet a débuté ici. Le 29 août 1967, François, 13 ans et demi, et sa sœur Anne-Marie, 9 ans, accompagnés de leur chien Médor, sont partis le matin faire paître leurs vaches dans un champ à environ 1 kilomètre à l'ouest du village. Il fait beau et le ciel est dégagé. Pour s'occuper, ils jouent aux cartes, assis derrière un muret de pierre, tout en surveillant leurs bêtes. Vers 10h30, ces dernières semblent vouloir s'éloigner vers un pré adjacent appartenant à un voisin. Les enfants arrêtent alors temporairement leur jeu et, accompagnés de leurs chiens, se dirigent vers elles afin de les faire revenir. C'est alors que François aperçoit derrière une haie, à environ 80 mètres de lui, 4 petits êtres, qu'il pense d'abord être des enfants, vu qu'ils mesurent entre 1 mètre et 1 mètre 20. Il grimpe sur une pierre pour pouvoir mieux les distinguer, mais il les trouve bizarres. Ils sont vêtus d'une sorte de combinaison noire totale. Leurs bras sont assez longs et leurs jambes plutôt courtes et minces. La tête paraît normale, mais avec une barbe, ce qui exclut la possibilité qu'il puisse s'agir d'enfants. Derrière ces êtres, François et Anne-Marie peuvent apercevoir une sphère extrêmement brillante, que François estimera à 4 mètres de diamètre, mais seulement la moitié pour Anne-Marie. Toutefois, la lumière est tellement étincelante qu'il est pénible de regarder l'objet, et l'estimation exacte de sa taille a pu poser problème à cause de cela. Un des enfants noirs est accroupi et semble faire quelque chose au sol. 2 autres se tiennent de profil, et le 4e, un peu plus grand, tient un objet rectangulaire reflétant le soleil, comme un miroir. Alors, ce dernier se met à faire des signes à ses camarades, il a probablement pris conscience de la présence de François et d'Anne-Marie. Le premier des 4 êtres s'envole alors à la verticale et plonge la tête la première dans le haut de la sphère. Le 2e et le 3e le suivent en faisant de même. Enfin, le 4e s'élève aussi, mais redescend alors aussitôt pour ramasser quelque chose. La sphère lumineuse commence à s'élever selon une trajectoire hélicoïdale et les vaches se mettent à beugler, sans doute affolées. Le 4e être s'envole de nouveau et rattrape la sphère au moment où elle a déjà atteint 15 mètres de hauteur environ. À cette occasion, la fillette remarque que ce dernier a comme des pieds palmés. Une fois que lui aussi a pénétré dans l'objet, ce dernier émet un sifflement aigu, mêlé au bruit d'un souffle que pourtant aucun des enfants ne ressent. La sphère continue de s'élever, tandis que sa luminosité augmente. Puis le bruit disparaît et elle s'éloigne à toute vitesse en direction du nord-ouest. L'observation aura duré une trentaine de secondes. À cet instant se répand comme une sorte d'odeur de soufre. Les vaches sont très agitées, et d'autres vaches situées dans un pré voisin se mettent elles aussi à beugler. Le chien aboie en direction de la sphère, mais les enfants perdent cette dernière de vue, occupés qu'ils sont à calmer le troupeau. Puis, apeurés en état de choc, ils décident de rentrer immédiatement. Un paysan se trouvant dans les environs constatera lui aussi l'état anormal des bêtes. Le père des enfants, qui se trouve en plus être le maire du village, voit d'abord arriver Médor, puis François et Anne-Marie, profondément choqués. Il se rend bien compte que quelque chose cloche, et sa progéniture n'est pas du genre à inventer des histoires. Il décide d'appeler les gendarmes du coin, qu'il connaît bien. Ceux-ci arrivent en fin d'après-midi et se rendent sur les lieux de l'observation. Ils peuvent y constater l'odeur décrite, ainsi que des traces d'herbe légèrement jaunies, mais qui disparaîtront dès le lendemain. Il y aura des répercussions physiologiques sur les 2 témoins. François, qui porte des lunettes, aura les yeux larmoyants pendant le quart d'heure qui suivra l'apparition, puis le lendemain matin au réveil, et ce durant plusieurs jours de suite. Sa sœur ne souffrira d'aucun problème ophtalmologique, en revanche, elle sera incapable de dormir durant 48 heures. Mais c'est peut-être lié à l'état de choc, qui se prolongera environ une semaine.
Après la visite des gendarmes, il n'y aura plus rien de manière officielle durant une décennie. Puis, en 1978, Claude Poher, qui vient de créer les GEPAN au sein du CNES, se déplace en personne à Cussac en compagnie de 3 autres enquêteurs. 10 ans après les faits, ce qui en sans doute pose de sérieux problèmes, les témoins sont interrogés. Des mesures sont prises. Des tests sont effectués. Par ailleurs, le garde champêtre de l'époque, qui était dans sa grange au moment des faits, confirmera lui aussi avoir entendu un fort sifflement à ce moment-là, puis l'odeur un peu plus tard. Le magistrat conclura : les divers éléments sont tous dans le sens de la réalité des dires des enfants. Leur frayeur, effectivement observée par des tiers. La constatation, par d'autres témoins adultes et dignes de foi, de l'odeur, du bruit et de l'agitation des animaux. Il n'existe dans ces divers éléments aucune faille, aucune discordance qui permette de douter de la sincérité des témoignages. Une contre-enquête est menée en 1983 par des chercheurs privés qui interrogent à nouveau les témoins, qui ont alors presque la trentaine. Ces derniers maintiennent leurs déclarations. De plus, les enquêteurs rencontrent un fermier qui labourait son champ avec son tracteur au moment des faits, qui confirma avoir croisé les enfants dans un état de panique, mais le bruit du moteur du tracteur l'avait empêché d'entendre quoi que ce soit. On peut évoquer une enquête de 1996 de l'ufologue zététicien Éric Maillot, qui défend l'idée que les 2 enfants auraient pu être influencés, à l'époque de leur observation, par le contexte de l'été 1967. En effet, quelques semaines avant l'observation de Cussac, des enfants d'Arc-sous-Sicon, dans le Doubs, avaient raconté avoir aperçu 4 petits êtres revêtus de combinaisons noires moulantes, que la presse qualifia de martiens. À 80 mètres de distance, les 2 enfants auraient confondu un hélicoptère militaire reflétant le soleil, d'où la forte luminosité. Le soleil se trouvait effectivement à cette heure-là exactement dans le dos des 2 témoins. Et la surface en bulle du cockpit de l'engin aurait agi comme un miroir. Maillot donne plusieurs exemples d'hélicoptères susceptibles d'être la cause de cette méprise, et les enfants auraient confondu des militaires en uniforme avec des créatures étranges. La zone servait alors de site de manœuvre depuis 3 ans. Mais le véhicule n'était probablement pas français, car on n'a trouvé aucun enregistrement de ce déplacement dans les archives nationales. Quant aux détails des pieds palmés, cela pourrait être des Rangers. Autre chose à noter, 2 semaines avant l'observation, une radio régionale avait promis une prime aux premiers qui verraient des martiens. À l'époque, on parlait encore plutôt de martiens que d'extraterrestres. François aurait-il pu être au courant et inventer toute cette histoire avec sa sœur pour prétendre à la prime, qu'il n'a jamais demandé d'ailleurs? Mais aucun de ces arguments ne tient sérieusement la route. Premièrement, nous sommes dans la campagne française profonde en 1967, le sujet OVNI y est juste totalement inconnu, et encore moins auprès des jeunes enfants. Il ne possédait pas de poste de télévision, qui de toute façon n'en parlait pas, et apparemment le cas d'Arc-sous-Sicon que j'ai mentionné un peu avant n'a pas été relayé dans la rare presse locale disponible à Cussac. Quant à la possibilité d'un hélicoptère, des recherches approfondies ont été menées en ce sens, et seuls 2 appareils auraient pu correspondre éventuellement. Le Bell 47, d'origine américaine, mais qui n'aurait pu provenir que de la base de Limoges-Fétia à 160 km de Cussac, soit 320 km aller-retour, soit au-delà de la limite d'autonomie de l'appareil. Et surtout, que diable l'équipage serait-il allé faire à Cussac? D'autant plus que, je le rappelle, les brigades de gendarmerie ayant enquêté à l'époque n'ont trouvé aucune trace d'une telle activité. Pour couronner le tout, le Bell 47 est mu par un simple moteur à piston et non par une turbine, ce qui ne cadre pas du tout avec l'observation. L'Alouette 2. À pleine charge, comme par exemple avec 4 personnes et leur équipement, l'autonomie chute à 100 km seulement, et en plus ce modèle était généralement stationné à Bordeaux. Et que ce soit l'un ou l'autre, un hélicoptère, ça fait un sacré boucan, et envoie valdinguer tous les objets situés à des dizaines de mètres tout autour. Mais rien de tout cela ici. François et Anne-Marie ont probablement vu quelque chose d'inexplicable, et n'ont, à ma connaissance, jamais avoué avoir inventé un canular en 60 ans. Il leur aurait fallu un incroyable talent de comédien, à la fois pour ne s'être jamais contredit, et d'avoir pu mimer une authentique panique. Tous leurs proches les ont crus, et comment expliquer les problèmes ophtalmologiques de François, ou l'attitude apeurée des vaches? Notons que François lui-même dit ne pas croire aux extraterrestres.
Il pense plutôt avoir vécu une sorte de distorsion du temps dont il se sent incapable de donner explication logique.